Votre émission 1, 2, 3 Soleil avec les restaurants McDonald's, Pépin, Digne-les-Bains, Manosque. Ah, tu vois Mathieu, celle-là, contrairement à l'autre, elle se laisse faire. Hein. L'autre, elle essayait de me mordre les doigts. Celle-là, elle est plutôt sympa. Allez, je vais avoir fini avec celle-ci. Ah, pardon, j'avais pas vu que vous étiez déjà là. Et je me croyais tout seul, presque tout seul, avec Mathieu Simonet, l'un des réalisateurs de cette émission qui est à la caméra. Oui, si en Normandie on trait les vaches, eh bien ici en Provence on trait les olives. Non, mais non, c'est pas des bêtises. On trait en Provence les olives pour en tirer le précieux liquide, l'huile d'olive. Je salue les nouvelles téléspectatrices et les nouveaux téléspectateurs. Salut à toi, nouveau téléspectateur d'SFR 9 SFR, la box SFR 9 ou 9 SFR, qui désormais diffuse sur toute la France, télé locale Provence. Alors pourquoi j'ai commencé ce nouveau numéro d'un, 2, 3 Soleil? Ce sera la 20e édition d'un, 2, 3 Soleil. Joyeux anniversaire. Donc pourquoi j'ai commencé ainsi? Parce que le micro-trottoir porte sur l'huile d'olive. L'huile de Provence, l'huile d'olive. Et nous sommes allés avec Mathieu justement dans les rues de Forcalquier. Vous demandez, vous dans votre vie, où est-ce qu'il faudrait mettre de l'huile pour que ça huile un peu les rouages. Voilà, c'est la question du micro-trottoir. Et puis on en a une autre dans cette émission de questions, c'est la question-jeu avec les cadeaux de notre partenaire à la clé. Voici pour cette semaine. D'abord merci à celles et ceux, nombreuses et nombreux, qui appellent toutes les semaines en donnant souvent les bonnes réponses. Alors, c'est pas très compliqué comme question, mais souvent les bonnes réponses. Allez, c'est parti pour la question-jeu de la semaine. On se retrouve bien évidemment ici dans cette oliveraie. C'est comme ça qu'on appelle les fermes à olives. Et voilà, j'étais en train de traire des olives. On se retrouve ici pour le sommaire. Ah bah oui, voici la question-jeu d'un, 2, 3 Soleil avec à la clé en cadeau une nuit pour 2 personnes en Haute-Provence dans une des suites de l'hôtel du Terreau, un établissement plein de charme, 2 étoiles, qualité tourisme au cœur de la ville de Manosque. Voici notre interrogation hebdomadaire. Il y a sur les oliviers 2 catégories d'olives, les noires et les vertes. Vrai ou faux? Appelez vite le 04 92 777 777 et décrochez avec l'hôtel du Terreau à Manosque une nuit pour 2 personnes dans une suite. 04 92 777 777. Ah, celle-là elle est plus rebelle. Celle-là elle s'est échappée là-haut. Ah, elle est plus rebelle. Puis elle a le pis un peu dur. Voilà, ainsi ma bouteille sera presque remplie. Et ainsi, je pourrai aller bien armé dans les rues de Forcalquier pour le micro-trottoir. Le sommaire de cette nouvelle émission, nous recevrons dans la première partie, comment s'appelle-t-il ? J'avais oublié. Éric Olivier. Éric Olivier, il est producteur de pâté en Provence et ce monsieur Éric Olivier sert aujourd'hui l'Élysée. Bah oui, avec ses pâtés aux truffes et ses pâtés au fromage de Banon. Ce sera donc notre premier invité. Ensuite, nous recevrons les organisatrices et les organisateurs de la Semaine du Rhin.
avec des personnes qui sont de façon quotidienne dialysées, qui vont nous faire part de ces difficultés et puis de cette action qui est menée dans le cadre de la semaine du rein. Alors c'est une semaine nationale, mais là on s'est intéressé évidemment aux organisateurs dans les Alpes de Haute-Provence. Et enfin, côté Monsieur le maire, nous irons, ou plutôt il viendra, Monsieur le maire de Volx, on n'ira pas à Volx, il viendra sur le plateau. Et le maire de Volx, c'est bien évidemment Jérôme Dubois. Là-bas derrière c'est Fort-Calquier, le micro-trottoir c'est à Fort-Calquier, la bouteille est pleine. Où est-ce qu'il vous faut mettre de l'huile, vous, dans votre vie? Allez, j'y vais. Pour tirer un coup, comme on dit. Comment? C'est pour tirer un coup, là. Pan? Pan. Pan. Vous tirez souvent? Non, jamais. Là, voilà. Vas-y. Là, t'es bon. Là, t'es bon. Emmerdant, ça. Au fusil, hein. Oui, je l'ai compris ainsi. Enfin, quand j'ai énoncé ça, je l'ai entendu ainsi. On sait jamais, oui, on sait jamais ce qui peut se passer, mais... Et vous tirez sur quoi? Moi, je tire sur rien du tout, moi, je ne suis pas chasseur. Donc. Et vous regardiez alors les couteaux, Regardez les couteaux, oui. Pour tuer... Rien du tout, moi, je ne tue personne. C'est uniquement pour le... Comme ça, par amour des armes. Voilà, c'est la brigade. La brigade télé. Et alors? De TLP. Et alors? On attrape les gens dès qu'ils se garent. Ah, On les embête. quand je suis bien garé, vous m'en mettez pas. Non, c'est vrai, vous êtes bien garé. Vous êtes de quel endroit? De Volx. Ah, oh, c'est loin. C'est au moins 15 bornes. Venez voir l'armurier. Ouais. Vous venez tous voir l'armurier. C'est un brave mec. Quelles sont vos bonnes raisons de tuer, vous? La passion. Et c'est pas uniquement pour tuer. D'accord. Alors la question de la semaine, on dit mais de l'huile. Vous, il vous faut mettre de l'huile où? Dans quoi? Sur quoi? De l'huile. Moi, je mets de l'huile sur ma vie. Ça, c'est beau. Et Pour qu'elle glisse jusqu'à la fin de la retraite. ça glisse bien. Ça se passe bien. Ouais. Ah, dans la voiture. Ça manque. Ou dans la moto, ça dépend, oui. Mais ça marche bien, oui. Ou dans la salade, alors, quand c'est de l'huile d'olive. Hein? Bon, moto, voiture, salade. Voilà, moto, voiture, salade, oui. Elle va ouvrir la... Excusez-moi. Vous avez eu peur? Restez dans la voiture, sans ça on va vous reconnaître. Vous l'aimez, l'huile d'olive? J'adore l'huile d'olive. Seriez-vous prêt à en boire un petit peu? Par le micro, là. Ouais, seriez-vous prêt à en boire un petit peu comme d'autres boivent du whisky? Alors attendez, on va faire ça. Oui. Ça c'est l'apéro. Petit verre. Comme petit verre, regardez, hop. Attention, on débouche. Et vous allez voir qu'on a peur de rien. Bah, c'est comme ça, je vous bloque. C'est le pouvoir de la télé de bloquer les gens dans leur voiture. Ça va? Je vous entends pas, ça va? Voilà, on l'a dit, il y a des espèces endémiques dans ce département et vous savez qu'avec Mathieu, on a ce malin plaisir de repérer les aquariums dans les différentes communes que nous traversons. Voici l'aquarium de Fort-Calquier, vous avez dedans la gentille méduse. Ton prénom c'est? Pascal la méduse. Petit verre. Attends. Il le boit. Donc c'est vrai. À toi. Et il faut que ça fasse des bulles, hein. Et ça fait des bulles. Et tu as vraiment bu? Eh oui. D'accord. Eh oui, parce que c'est bon. Merci Pascal. On te donne à manger? Non? On te change l'eau? Bon, d'accord. Ah bien oui, pour cette première partie d'un, deux, trois soleils, je me suis habillé pour la circonstance. Quand je mets ça, pas ça, mais surtout ça, c'est qu'on va parler de cuisine, de bons plats cuisinés et particulièrement de pâté. Vous soyez patient, vous allez comprendre. Mais d'abord, que je vous indique, parce que vous êtes nombreuses et nombreux à appeler la chaîne tous les jours, toute la semaine. Où est-ce qu'il est le programme de TLP? Non, c'est plutôt ça au téléphone. Où est-ce qu'il est le programme de TLP? Alors, il est d'abord sur Paru Vendu, voilà, toutes les semaines. Et puis, il est sur le site, ça, j'en ai jamais parlé, je m'en excuse.
m'excuse, mais c'est vrai qu'ils font un travail remarquable et donc remarqué. Le portail culturel des Alpes de Haute-Provence, jv04.com, Manosque Sisterondigne, voilà le petit flyer comme on dit. Et donc ce site-là reprend le programme de TLP. Puis vous avez Facebook, sur lequel, le Facebook de la télé, il y a le programme de TLP. À propos de Facebook, c'est là que je voulais en venir. Une nouvelle rubrique dans ce 1, 2, 3 Soleil. Il y aura une rubrique courte, une rubrique vite faite, comme on aime faire de la télé. Ici, la phrase de la semaine. Oui, chaque semaine sur Facebook, on va récupérer une phrase pour prouver à la France entière qu'en Provence, il y a des philosophes. La phrase de la semaine, c'est Jacqueline de Manosque qui nous l'a donnée sur Facebook, cette semaine. Quand mon mec m'énerve a été écrite là sur le tableau, il sera là à chaque première partie, ce tableau. Quand mon mec m'énerve, je l'envoie à la plage compter les vagues. Moi j'aime bien ça, Eric. Quand mon mec m'énerve, je l'envoie à la plage compter les vagues. Et là on imagine le type au bord de l'eau, 1, 2, tu sais comme on compte les moutons. Les moutons. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir là parce que tu es pratiquement, Eric, devenu une star. Donc Eric Olivier, producteur de pâtés, plats cuisinés, truffes fraîches. Alors pourquoi il est là ? Vous allez comprendre pourquoi il est là. Parce que cet homme-là fait la une de tous les journaux. D'abord, des nôtres de journaux. La Provence, il était à la une. Pâté présidentiel, voilà sa bonne bouille qui est là. Et puis, récemment, et plus prestigieux, pardon, pour mes amis de la Provence, pas plus prestigieux, avec une résonance plus grande, parce que c'est un tirage national, dans François, son pâté aux truffes a conquis Sarkozy. Ça y est, vous comprenez pourquoi on l'a fait venir. Voilà. Comment ça va, Eric ? Très bien, et toi ? Tu sais que tu m'as promis un truc en préparant cette émission, tu m'as dit, parce que la truffe c'est ta spécialité, lorsque ce sera le moment des truffes, d'ailleurs ça va être une bonne année à truffe. C'est pas évident. Non ? Pourquoi ? Non. Il a fait trop chaud, trop froid Mois d'août, on n'a pas eu les pluies qu'il fallait. Donc ça va être assez local comme les pluies, quoi. Donc on verra le moment. Mais ouais, enfin, tu vas en trouver, toi ? Oui, il y en a toujours 4. Il y en a toujours 4. Alors tu m'as promis un truc, tu m'as dit on allait se faire des truffes à la croque. Ouais, ce que je t'ai proposé, c'est qu'on aille se faire dans une truffière à moi, une petite balade avec le chien. Ouais. Un petit peu expliquer aux gens comment on cave la rabasse chez nous, comme on dit. Et puis on se mange un petit peu une truffe, ce qu'on appelle à la croque. C'est quoi, avec un peu de sel ? Non, c'est-à-dire on coupe la truffe en lamelles, on la met sur du pain, avec de l'huile d'olive et du gros sel, tout simplement. Et après on se fait la petite brouillade avec un petit rosé. Non, tu m'as pas dit, Eric, tu m'as pas dit un petit Non, rosé, tu m'as dit quoi ? Un cubi. cubi de rosé. Un cubi de rosé. Bon, alors ton activité se trouve à Aiglun, dans les Alpes de Haute-Provence, et on parle beaucoup de toi. On va débobiner cette histoire, la prendre par le bon bout. Tu es alors chef cuisinier, chef de cuisine. Tout à fait. La cuisine, c'est un peu ta passion. Voilà, j'ai moins de 30 ans, je suis chef de cuisine et tout va bien. Donc un jour, c'est le jour de ma fête, la Saint-Éric. Ouais, la Saint-Éric. Ouais, 18 mai 95. Donc j'étais chez mon père dans le Var, qui est parti le pauvre. Et je vais chez ma mère pour manger pour ma fête. Et il arrive ce qu'il arrive malheureusement souvent, quelqu'un qui roule trop vite. Il avait beaucoup plu, il perd le contrôle du véhicule, et ça part en club planning et il n'y a rien à faire. Donc voilà, on se retrouve au bout de 5-6 heures toujours dans la voiture, à attendre les pompiers pour désincarcérer la voiture, et là commencent les grosses souffrances, les grosses interrogations. Et le chirurgien qui ensuite t'a pris en main t'a dit si vous faisiez pas le poids que c'était costaud. Hein. Voilà, comme aujourd'hui, peut-être un petit peu plus, c'est ce qui m'a sauvé, parce qu'il m'a dit si tu faisais 80 kilos, il te coupe les deux jambes, il te tue sur le coup. Voilà, donc quelque part, de bien aimer manger, bien vivre et bien boire, et pas sans excès bien sûr, mais profiter des bonnes choses, ça aide peut-être. Alors avec cet accident, on peut penser que là tu es dans une impasse, et pas du tout. C'est souvent comme ça d'ailleurs la vie. Et là il y a de bonnes choses qui t'arrivent, et notamment tu rencontres ta femme. C'est-à-dire que voilà, quand j'ai mon accident, au bout de 3 ans de maladie, je me retrouve en invalidité, inapte au travail. Et donc, il y a beaucoup d'interrogations, parce qu'on a 33, 34 ans, on ne peut pas rester comme ça, j'ai 2 petites filles, 400 € par mois, puis j'ai ma femme qui est kiné, qui me soigne depuis que j'ai eu l'accident. Donc, il faut trouver des solutions, il ne faut pas rester comme ça. Je veux dire, c'est inacceptable de vivre avec 400 € quand on est victime. Donc, j'ai décidé de retrouver ma condition de travailleur handicapé et de créer mon entreprise. D'abord, je voulais travailler que la truffe fraîche, parce que je la connaissais bien, vu mon métier, vu mon grand-père qui me l'avait beaucoup appris et expliqué. Et puis, j'ai compris que c'était pas si évident que ça, que la truffe. Donc,
j'ai un peu bifurqué sur les pâtés. Donc après cet accident, la personne qui te soigne devient donc ta compagne et Tout à puis fait. tu te décides à te lancer dans l'aventure de l'entreprise, on va formuler les choses ainsi. Et sur la truffe fraîche. Or, un jour, cette truffe fraîche, tu en as un peu sur, tu en as un peu sur les bras. Ouais. Tu en as une certaine quantité qui Voilà. te reste sur les bras. Tout à fait. Et comme tout bon Provençal qui se respecte, tous les jours à midi, tu vas boire ton verre. Voilà. Et en sachant que la truffe est un champignon qui est périssable assez rapidement, donc il y avait quelqu'un qui buvait l'apéritif tous les jours à côté de moi et on ne s'était jamais adressé la parole, on se disait bonjour. Et il me dit, tu as des truffes, moi j'ai une bonne recette de pâté, et si tu veux, on essaye de faire du pâté aux truffes. Monsieur Fossati. Monsieur Fossati, c'est mon maître, parce que j'en ai quand même, c'est mon 3e maître. Il y a monsieur Jean-Jacques Ricot, qui m'a appris le métier au Grand Paris, à Digne, et après monsieur Raoul Gaïga, quand je suis monté à Paris, qui m'a aussi bien fait voyager, naviguer dans le métier de cuisinier. Donc l'ami Fossati te dit unissons nos talents. Voilà. Toi, les truffes, lui, sa recette de pâté, et en avant. Et voilà. Et donc c'est parti comme ça, on a fait quelques essais. On est tombé sur une recette qu'on a trouvée très équilibrée et qui plaisait beaucoup. Et je l'ai fait goûter à un ami à moi qui est l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, Christian Carrère, qui a gagné le tournoi des 5 Nations en 68, et qui me dit, Eric, c'est fabuleux, et ça, il faut le commercialiser. Et tout est parti de là, avec beaucoup de soucis, de craintes, parce que c'était quelque chose que je connaissais pas du tout, quoi. Alors Mais la c'est truffe parti de là. et aussi le fromage de chèvre de Banon. Voilà, ouais, mais le fromage de chèvre de Banon, c'est une longue histoire, et tu le sais très bien. Hein? Oui, il y a quelques difficultés pour te faire un peu reconnaître. Mais enfin, il est là, il est excellent. Voilà. Alors, je sais que c'est dur de livrer ses secrets, mais au palais, c'est tellement bon, là. Hein. On sent vraiment le goût de l'ingrédient. Enfin, le goût de la viande vient pas bouffer, en quelque sorte, le goût de l'ingrédient qui est bien présent. Là, le secret, c'est quoi? C'est l'équilibre? Le secret, c'est uniquement l'équilibre. C'est-à-dire qu'on part sur toute la même base de pâté, c'est-à-dire un tiers de gras, de gorge et de foie, sel, poivre, liaison à l'œuf et l'ingrédient. Donc il faut trouver la subtilité entre le sel et le poivre pour vraiment faire ressortir le produit qu'on rajoute sans dénaturer la viande. Voilà. Et après, bon, il y a deux pâtés que je fais actuellement qui sont de mon grand-père qui fait aussi des pâtés. Je ne sais pas si tu te souviens de la grive entière dans son pâté. Ouais. C'est lui qui faisait ça. Et donc j'ai sa gamme de produits et petit à petit, je me permets d'en remettre un au jour, quoi. Et d'ailleurs, c'est une grosse fierté pour moi. Alors Eric, on en est au moment où donc tu fabriques ces pâtés, et puis tes amis, tes connaissances te disent c'est tellement bon qu'il faudrait le commercialiser. Et là, ta route croise celle d'un préfet, le préfet des Alpes d'Haute-Provence. Qu'est-ce qui se passe? Ben, écoute, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le rencontrer sur des événements où tu étais aussi, l'inauguration de la foire de la lavande, la foire de Sisteron, mais l'inauguration de la maison du pays, puis je lui ai fait goûter mes pâtés, mes produits, il a beaucoup apprécié. Donc je lui dis, j'aimerais quand même, vu la qualité de mes produits, j'aimerais oser essayer d'aller travailler sur Paris, d'un petit peu me faire reconnaître. Donc vous êtes quand même le représentant de l'État dans le département et réciproquement, c'est-à-dire que c'est vous qui représentez le département au niveau de l'État. Donc si vous arrivez avec quelques boîtes de pâté, peut-être qu'il les goûtera plus facilement que si je lui en veux moi. Et donc il me dit, écoute, si ils viennent dans la région PACA pour de l'agroalimentaire ou de l'agriculture, je te ferai rencontrer le président de la République et tu auras l'occasion de lui faire goûter tes produits. Voilà. Et ça s'est passé le 27 août 2010 à Noyers-sur-Jabron. Noyers-sur-Jabron. Il y a les photos. Il y a tout, ça a été une journée extraordinaire parce que, outre le fait de rencontrer Monsieur le Président de la République, c'est quelqu'un qui a vraiment, comment dire, il y a eu un échange vachement bonnard, on va dire, parce que il a été à l'écoute, il a compris, il a posé des questions sur les truffes, comme tu sais bien le dire, il m'a demandé où j'allais les chercher, j'ai pas voulu lui dire. Donc non, ça a été vraiment un moment intéressant parce que j'ai rencontré quelqu'un qui, malgré sa prestance et sa fonction, a pris le temps de m'écouter, de goûter mes produits, de comprendre les difficultés que j'avais pour travailler, de la manière que je travaillais. Et ça, pour moi, c'était vachement important, comme quand je vais sur toutes les foires ou marchés, où on se rencontre assez souvent, et que je prends le plaisir à faire goûter aux gens, à leur expliquer comment on travaille. C'est vrai que c'est toujours un échange qui est vachement intéressant.
Donc il repart hein, dans son hélicoptère Voilà. ou avion. Il repart avec le petit coffret comme ça. Ta carte de visite, c'est ce coffret avec Voilà, 4 pâtés à l'intérieur. Voilà, donc le truffe, le ballon, le caillette et le genièvre. La lavande n'était pas encore faite. Donc il repart à l'Elysée, et là, quelques jours après, un de ses conseillers t'appelle. Non, c'est le chef de cuisine qui m'appelle, qui me dit il est passé un conseiller du président ce matin et il veut vos pâtés à sa table. Donc je lui fais répéter plusieurs fois parce que quand même, je veux dire, c'est pas évident à 4h de l'après-midi. Quoi. Et donc il me dit Monsieur Olivier, il n'y a pas de souci, envoyez-moi des pâtés. Et puis donc voilà, c'est parti comme ça. Et donc aujourd'hui, tu en fournis combien? Ben, j'en fournis entre 40 et 50 tous les 2 mois, ainsi que le ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, qui est devenu aussi fournisseur à moi, puisqu'il y avait monsieur le ministre Le Maire, qui était aussi présent. Et donc, voilà, c'est surtout une question de fierté, de prestige de travailler sur la plus belle table de France, d'avoir réussi ça, quoi. Et puis tout s'emballe, hein, tout s'emballe doucement. Donc il y a le président pour lequel tu deviens fournisseur. Et puis il y a des petites interviews, notamment sur Alpe 1 dernièrement, et après ça s'emballe. Et oui, ça je ne peux remercier que toi, parce que c'est toi qui es venu là, mais il faut se rappeler des choses tout le temps. On était à la foire de la lavande, et tu m'as un petit peu, comme tu fais tout le temps, tu m'as un petit peu fait parler sur mes produits, ceci, cela, et tu savais pertinemment qu'il était venu le président et que j'avais rencontré, donc tu m'as un petit peu fait parler, parce que tu es très fort pour ça. Merci. Et donc voilà, quoi, quelques temps après, grâce à toi, il est revenu à Alpe 1, qui m'a fait un petit reportage que j'ai trouvé très bien. Donc la Provence m'a appelé en me disant « Monsieur Olivier, on veut faire quelque chose sur vous ». Et le jour où c'est sorti dans la Provence, une journaliste de France Soir m'a appelé aussi pour me dire qu'elle voulait faire quelque chose rapidement sur moi. Donc c'est vrai que c'est allé assez vite, quoi. Et un petit peu aussi surpris de cet engouement envers moi et mes produits que... Alors aujourd'hui, on t'appelle, on te félicite. Ouais, il y a des gens qui m'appellent, qui me disent tout simplement, Monsieur Olivier, ce que vous avez fait, c'est bien parce que vous retrouvez handicapé, inapte au travail, et vous êtes battu pour créer votre entreprise, être monté si haut, c'est bien. Donc ça fait toujours plaisir, parce que quelque part, il y en a qui me disent un peu, ça servirait à des gens, des exemples comme vous, parce que c'est vrai que quand on veut vraiment, il y a des possibilités d'y arriver, quoi. Hein, il y a des gens qui sont beaucoup plus handicapés que moi et qui malheureusement ne peuvent pas... Mais moi, c'est vrai que ça a quand même été dur parce que la souffrance a toujours été présente. J'ai toujours eu une jambe très atrophiée, j'ai tout le temps mal. Donc ça a été très compliqué et ça n'a jamais été facile, quoi. Et puis il a fallu se battre pour retrouver le droit de travailler. C'est qui, pour moi, est quelque chose d'hyper important, quoi, de vital, quoi. Je piaffe d'impatience au niveau du palais parce que ça salive, j'avale, je déglutis. On peut se faire péter une boîte. Oui, se faire péter une boîte. Voilà, on peut se faire péter une boîte. Alors, on commence par quoi, là? On va commencer par la truffe. Par la truffe. Et puis, dis-moi en même temps, ce préfet qui t'a porté jusqu'à cette visite de Nicolas Sarkozy, et aussi Yvette Mathieu, la préfète qui t'a aidé là dernièrement. Oui, je voulais bien de le faire. Je voulais sincèrement remercier aussi tous les services de la préfecture et Madame la préfète Yvette Mathieu, parce que c'est vrai que je fabriquais sur Fort-Calquier, et bon, la personne qui possédait le laboratoire n'a plus me le louer comme ça se faisait actuellement, et donc ils m'ont retrouvé un laboratoire très rapidement, et je les en remercie, car sans eux, mon activité était compromise. Bon, alors les remerciements ont été faits, maintenant on va se régaler le palais. Ah, ça c'est bien, surtout que vous êtes... chez vous, là, devant votre télé, et nous, on va manger et se régaler. Alors, surtout en régie aussi, parce qu'eux, ils sont bloqués, ils sont aux manettes, ils ne peuvent pas bouger. Donc, à chaque fois, je prends un malin plaisir à les embêter, à les enquiquiner. Je vais te faire goûter le truffe, et puis je te donne un peu du lavande. Derrière. Alors, le truffe, tu en mets beaucoup, là, de... Ah ben attends, tu vas manger, toi aussi? Non, c'est pour toi. Ah, tu en fais... Alors, tu as ouvert les truffes. Alors, on va goûter les truffes. Voilà, là, c'est le truffe. Ça, c'est le truffe. C'est ce qu'il y a sur la table de l'Elysée. En priorité. Après, je vais te faire goûter la caillette et la lavande. Oh là là. Bon, chaque fois que je goûte tes pâtés, je dis décidément la même chose, mais c'est ça, hein, c'est que il n'y a pas une saveur qui recouvre l'autre. Hein. C'est là qu'il faut trouver le juste équilibre pour pas qu'un surplante l'autre et
que tout le monde trouve, tous les produits trouvent leur place, quoi. C'est ça, je pense, qui est le plus important. Donc là, je te fais goûter la caillette maintenant. Puis après, on en préparera un petit peu pour les Vous avez faim, bah tant pis. collègues derrière. Tant pis. Tiens, la caillette. Voilà, les collègues qui attendent, qui doivent se dire. Alors ça, c'est la caillette. Voilà. Non, c'est la lavande, pardon. Ah, la excuse-moi. lavande. Ouais, c'est la lavande. On pourrait penser on pourrait croire que ça puisse être écœurant. Pas du tout le cas. Hein. C'est-à-dire Là que aussi. le problème de la lavande, moi, le premier, elle était un chef de cuisine. Je me suis toujours posé la question comment faire de la cuisine avec de la lavande. Pour moi, c'était surtout pour mettre dans les armoires, entre les piles de linge et de serviettes. Et j'imaginais pas faire de la cuisine à la lavande. Mais comme je fais partie de la maison des producteurs du Pays d'Inois, tout le monde m'a dit, Eric, les pâtés que tu as, fais quelque chose à la lavande, fais quelque chose à la lavande. Donc je m'y suis mis. Et c'est vrai que le résultat... Ouais, parce qu'il y a des trucs à la lavande comme la glace, enfin je sais pas qui mais il y a des glaces à la lavande qui sont un peu écœurantes, là c'est pas du tout le cas. Tiens, Alors là, ça, qu'est-ce qui vient ça, c'est d'arriver? la caillette. Merci Eric, la caillette. Alors, j'en ai, bah oui, quand on mange, Tiens, la serviette. il faudrait qu'aujourd'hui... Voilà. Ça, c'est le pâté. Tu vois, quand il y a mes filles qui viennent, qui habitent à Nice, il faut toujours que je surveille dans leur sac parce qu'elles en prennent tout le temps beaucoup de celui-là. Ça, c'est C'est vrai qu'il est bon. c'est le C'est préféré. vrai qu'il est bon. Merci en tout cas, Eric. Alors, sans doute, après cette émission, et c'est bien ainsi, eh bien, des gens vont vouloir te contacter. Numéro de téléphone, ton portable Alors, c'est le 06 08 11 00 46. ou le mail? Le mail, c'est Mayol, comme le stade de rugby de Toulon, MAYOL 83 @orange.fr. Ah, si vous voulez vous aussi déguster, c'est bien le verbe déguster, ces succulents pâtés, eh bien vous appelez, allez je rappelle le numéro, parce que c'est un collègue, parce que je l'aime bien, mais aussi et surtout parce que ce qu'il fait c'est bon. 06 08 11 00 46. L'email mayol, comme le stade MAYOL 83 @orange.fr. Merci Eric, bonne chance. Merci à toi. Je pense qu'on reparlera sans doute de Et, toi. et à bientôt dans la Truffière avec... Avec Chris aussi. Voilà, pour aux alentours du 15 décembre, quand elle commence à être juste comme il faut. Ouais, tu sais que c'est là, j'ai pas oublié. Enfin, c'est là plutôt, c'est là. J'ai pas oublié. Allez, nous on file sur un petit peu de pub, le micro-trottoir. Et après, on se retrouve pour tout à fait autre chose. On va parler de la semaine du Rhin qui se tient bientôt en France et qui plus est en Provence. Et All Water vous présente 1, 2, 3 Soleil. Et All Water vous présente 1, 2, 3 Soleil. Quel âge j'ai? Je sais pas, une trentaine d'années. 50 ans. 50 ans. Bientôt. Putain, t'es bien portant. Bon alors, pour revenir à la question, il faut en mettre où, selon toi, de l'huile d'olive? Ben moi je suis du Loir-et-Cher, mais j'arrive ici, ça fait 20 ans quand même. Pour ce nouveau jeu de mets de l'huile. Vous appelez comment? Marcel, Marcel, vous êtes de quel endroit? d'ici. D'ici et à côté, donc concurrente, puisque Marcel détient aujourd'hui le titre pour cette semaine qu'il remet en jeu. Et à côté, il y a Chantal. Chantal. Marcel contre Chantal, Chantal contre Marcel. Mais ce Loir-et-Cher, c'est pas où tout est coûteux. Non, ça n'a rien à voir. Loir-et-Cher, c'est pas le montant des prix. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon, alors, met de l'huile, on en met où de l'huile dans quel rouage? Dans du beurre. Voilà, lui, il met de l'huile dans du beurre. Parce que le beurre n'est pas assez gras, donc ajoutons de l'huile. Et pourquoi? Je sais pas. Parce que ça graisse, ça plane, Ça glisse. ça glisse. C'est la lessive. On rappelle le but du jeu. Je vais compter jusqu'à 3. Le premier qui se saisit de la bouteille d'huile d'olive gagne le cadeau de Thé Local Provence. Attention, les mains s'il vous plaît. Voilà, parce que vous avez la main plus près. Alors les mains sur les genoux, tous les deux. Les mains sur les genoux. Attention, attendez, on va équiter dans la distance. Ah, hop, vous n'avez pas le droit, Marcel. Je sais que vous êtes le champion. Voilà. Voilà, attention. Donc ils ont, vous le voyez, les mains sur les genoux. On va compter jusqu'à 3. On pourrait voir. On pourrait voir si toi ça t'irait bien et si le tien m'irait bien à moi. Pourquoi pas? De chapeau. Eh bien, il faut essayer. Allez, on va essayer. Vas-y. Voilà. Voilà.
1, 2, 3. Marcel, tu t'es fait. Et tu remarques, c'est normal, c'est une femme. Donc tu as été galant. Et tu as la galanterie, ça. Voilà, notre nouvelle... Ça manquait Tommy, tu nous faisais foirer le jeu. Là. Oui. Bon, alors tu es la nouvelle gagnante. Ah ben merci beaucoup. Bon, ben on va enregistrer ton nom. Tu t'appelles comment et tu habites où? Fort-Calquier, je m'appelle Chantal. Madame Goisé, j'habite Fort-Calquier. Est-ce que vous connaissiez le lot de cette semaine? Non. Vous savez qu'on la joue... Non, on la joue agriculture, on la joue terroir. Oui. Regardez, attends, je te l'ai mal mis. Voilà. Vous êtes de quel endroit? Ça va mieux d'ici. D'ici, de Fort-Calquier. Je suis de Fort-Calquier, je suis Fort-Calquier, Provençal donc. provençal. Bon, vous allez pouvoir aisément répondre à la question de la semaine, de 1, 2, 3 soleil. Mais de l'huile, et forcément de l'huile d'olive, il faut en mettre où chez vous de l'huile? Sur les genoux. Il n'y a que là où ça coince. Ouais, là où ça coince. Qu'est-ce que vous avez? Je bouge trop. Alors c'est pour ça ils ont rouillé. Et vous bougez trop, pourquoi? Parce qu'il faut faire le jardin, il faut faire tout un tas de choses. On n'arrête pas. C'est votre femme qui vous demande tout ça? Oh non, il n'y a pas qu'elle. Il y en a d'autres. Ils vous emmerdent tous alors. Voilà, exactement. Et donc vous sera amené chez vous les 200 kilos de fumier. Vous voulez que ça me fasse quoi, le fumier? C'est du fumier, vous en mettez où vous voulez. Je le revends. Vous le revendez. Alors vous, il faut mettre de l'huile où puisque la chanson dit met de l'huile, il faudrait mettre de l'huile où vous, chez vous? Moi, chez moi, il faudrait me mettre un peu dans les articulations, parce que j'arrive plus à marcher, je suis le bord. Ça grince. Voilà. Et vous, il faudrait mettre de l'huile où? Dans les salades. Ah, pas au niveau corporel, tout va bien. Non, tout va bien. Tout va bien. À part que j'ai des stènes, mais tout va bien. À part que vous avez des... Des stènes. J'ai opéré. C'est quoi des stènes? Des ressorts pour les artères bouchées. Ah, et eux, il n'y a pas besoin de les huiler. Non, pas du tout. Aussi, je saute beaucoup. Les ressorts. La fille kangourou, Oui. elle marche pas, elle. Elle court. Non. Elle court. Je saute. Vous courez, vous, comme moi. Moi, je cours, dès que je les attrape, je saute. Allez, on finit par la chanson. Mets de l'huile, petit thon. Mets de l'huile, petit homme, mets de l'huile dans ta lige. Ah, il faut toujours qu'à un moment donné, je fasse cela et que je remercie celles et ceux qu'on a embêtés dans le micro-trottoir. Cette semaine, nous étions à Fort-Calquier. Et c'est vrai qu'avec l'ami Mathieu Simonet, nous sommes tombés sur quelques spécimens fort sympathiques et que l'on remercie. Voilà, on remercie donc celles et ceux croisés dans le micro-trottoir. Vous avez vu, j'ai beaucoup de papier, j'ai pris beaucoup de notes parce que le sujet est important. Mais d'abord, les petites annonces de la semaine, vous dire qu'il y a une exposition qui se tient jusqu'au 30 octobre, salle des Gardes, ça c'est à Gréoux-les-Bains, château des Templiers, rétrospective Claude Roux qui est un peintre du blues avec l'Eden District Blues, j'espère que je prononce bien, samedi 15 octobre, Thierry Evans, ou Terry Evans, voilà. C'est à 20h30, salle de l'Éden, et c'est vraiment super ce qu'ils font. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à y aller. Si vous connaissez, n'hésitez pas à y retourner. À Fort-Calquier, samedi 22 octobre à 21h, espace culturel La Bonne Fontaine. Ce sera le grand bal musette avec l'orchestre. Oh là là, tenue de soirée. Vous téléphonez à l'office de tourisme si vous voulez des renseignements. Un tout autre genre musical, c'est celui proposé par le Café Quoi. Ça c'est à Villeneuve, un café concert avec les jeudis, les vendredis et les samedis de ce mois d'octobre, des concerts qui vous sont proposés, ouverture à 20h30, fermeture au début de la nuit, 1h du matin. Et enfin, comme Télélocal Provence avec son arrivée bientôt sur Avignon, je vous l'annonce un petit peu à l'avance par Numéricable, le théâtre, le célèbre théâtre du Chêne Noir est partenaire de la chaîne et donc ouvre là son cycle de conférences avec conférence sous le chêne à l'assaut du palais, retour sur le passé pontifical d'Avignon. C'est Paul Payan qui est maître de conférence et qui tiendra donc cette conférence. Voilà, on vous a dit, ou à peu près tout dit sur les événements importants dans le département. C'est ce chiffre, ou plutôt cette statistique qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a fait dire, il faut les inviter, qui m'a incité, à les inviter. Un Français sur 20 a les reins malades et ne le sait pas. Alors moi non plus, je ne savais pas qu'un Français sur 20 avait les reins malades. J'ai peut-être les reins malades. Et du 8 au 15 octobre 2011, ce sera la Semaine nationale du rein, et ça le sera aussi dans les Alpes de Haute-Provence. Pour nous en parler,
4 invités. Nous allons recevoir d'abord 2. Michel Arnaud, qui est directeur du centre d'hémodialyse des Alpes, qui se situe à Manosque. Michel, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à TLP. Et puis Christian Torcheux, qui est dialysé, journaliste à un moment donné. C'était le Provençal, Chris? Le Provençal. Parce qu'on t'appelait Chris à l'époque. Voilà, Chris, oui. Enfin, ouais. Et je suis tombé malade quand le Provençal et le Méridional sont devenus la Provence. Bon. Pile poil, c'est en 96. Tu vas on va se tutoyer, oui, puisqu'on se situe dans la vie et qu'on Bien s'est sûr, toujours avec tutoyé. plaisir. On va continuer à le faire. Alors, du 8 au 15 octobre, ce sera la semaine nationale du Rhin. Michel, une question, pourquoi fallait-il faire ou pourquoi faut-il faire cette semaine? Bon, j'ai donné la statistique, parce que on est tous potentiellement concernés. Oui, effectivement. Chaque individu, en fait, dispose d'un patrimoine de cellules minuscules qui sont les néphrons, qui composent le rein. Ces cellules permettent l'élimination des déchets, donc le nettoyage du sang, ainsi que la production d'hormones, d'enzymes et de vitamines qui sont nécessaires, en fait, à l'organisme. Avec l'âge, avec le diabète, avec l'hypertension artérielle, ces cellules s'altèrent, s'abîment et effectivement la fonction rénale diminue, voire s'arrête. Donc c'est quelque chose qui peut effectivement arriver à tout le monde et qu'il faut arriver à tout prix à prévenir le plus tôt possible pour éviter de se retrouver dans une phase terminale qui est effectivement où la seule issue est la dialyse ou la greffe. Attendez, j'ai compris, vous me faites un petit peu peur là, mais il y a quand même des signes avant-coureurs. À un moment donné, je me rends compte, je suis fatigué, j'arrive plus à me lever, j'ai mal au rein, tiens, des fois j'ai mal au rein. Alors c'est justement là, effectivement, qu'il y a pas mal de confusion. 8 Français sur 10 pensent que quand ils disent « quand j'ai mal au rein », en fait, ils ont mal au dos, ils ont mal en fait au lombaire, donc les reins ne se situent pas au bas de la colonne vertébrale, mais juste en dessous du diaphragme. Donc déjà, il y a une confusion des genres. Et paradoxalement, si on aime bien dire « j'ai mal au rein », ben finalement, on se rend compte que dans le dépistage et le suivi, en fait, c'est quelque chose qui est très rarement abordé. Les dépistages les plus faciles sont effectivement avec donc l'urine, avec des bandelettes urinaires, et c'est hélas rarement prescrit, on va dire, dans le cadre de la surveillance classique des individus. Alors à propos de signes avant-coureurs qui n'existent pas, Christian Torcheux, que j'appellerai Chris par amitié, et puis on l'a toujours appelé ainsi. Donc Chris, toi alors, ça t'est tombé dessus comme le ciel. Comme un coup pourrait, j'ai rien vu venir, précisément, on en parlait à l'instant. J'ai pas eu de signe avant-coureur, pas de feu rouge qui clignotait, rien du tout. La preuve en est, c'est que j'étais en reportage donc pour le Provençal à l'époque, au Val d'Alos, sur les femmes pisteuses. C'était là qu'elles commençaient à démarrer dans cette profession. Et je suis tombé, avec mes skis et tout, je suis tombé par terre et je me suis réveillé à l'hôpital Cézanne, Paul Cézanne à Aix-en-Provence. Je dois le dire, entre la vie et la mort, quoi. Et pendant 3 semaines en soins intensifs, et j'ai failli basculer d'un côté ou de l'autre, et j'ai rien vu venir. Pourtant, avec notre profession, tu le sais, on bouge beaucoup, ben là, j'ai rien vu venir. Voilà. Bon, après, j'ai été soigné par un côté médicamenteux avec une néphrologue, Madame Ball, pour ne pas la nommer. Et puis, papy a fait de la résistance, comme elle me disait, jusqu'à l'année passée, au mois de mai. Et là aussi, du jour au lendemain, d'ailleurs, sans prévision, j'ai dû être dialysé dans l'urgence. Alors pourquoi? Bon, depuis j'ai appris à connaître tout ceci. Et moi je suis un peu un lambda par rapport aux gens qui m'entourent, hein, monsieur tout le monde. Et ben en fait, d'abord on ne va plus aux toilettes, enfin on n'urine plus. Donc par conséquent, on se remplit de toutes les substances liquides, que ce soit dans les fruits et légumes, mais également la boisson, etc. Et on la garde en soi-même. Et comme les reins ne fonctionnent plus, toutes les toxines restent également agglutinées dans le corps. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je dis ça comme ça. Hein. Et si on ne se fait pas dialyser, on va s'auto-empoisonner et mourir très rapidement. Donc, il faut être dialysé. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis dialysé 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi. Et par exemple, je me lève à 6h du matin et je rentre chez moi à 14h. Après, on est quand même pas mal fatigué. Donc, c'est un travail à mi-temps, si je puis dire, entre guillemets. Et c'est très très lourd. On ne peut plus prévoir de déplacement où c'est très compliqué, etc. On peut le faire, on peut le faire. Moi-même, j'étais à Noirmoutier, par exemple, au mois de juillet cette année, mais il faut prévenir. Il faut dialyser, même si on va n'importe où, que ce soit New York, Bombay ou Marseille, il faut dialyser, quoi. Sinon, on meurt. Donc c'est très compliqué, c'est un boulet au pied, quoi. Alors comment s'en sortir? C'est où on est dialysé jusqu'à la fin de ses jours, d'abord, il faut le savoir. Il n'y a pas rémission après, ou il y a la greffe. Alors la greffe, moi j'ai dessus opté pour cela, bien sûr.
Et d'abord, c'est très lourd à faire. Il faut faire 30 à 35 consultations pré-greffe. On vous ausculte du cheveu jusqu'à l'ongle du pied. Tout y passe. La densitométrie des os, enfin tout. Et après, si tout va bien, on est sur une liste nationale et régionale. C'est mon cas maintenant depuis peu. En ce qui me concerne, j'ai choisi Grenoble, qui est un excellent centre. Et on m'a dit que les possibilités d'être greffé, c'était entre 18 et 24 mois, en moyenne. Par contre, ça peut être demain soir, comme ça peut être dans 24 ans. Comme dans 4 ans, voilà. J'en suis là. On aura tout à l'heure les autres témoignages de Sophie Descartes qui attend là, et elle sera accompagnée de Christian Lecaille, aussi dialysé, et qui nous expliqueront, eux, les modalités de cette semaine. Je vous le rappelle, la semaine du Rhin, du 8 au 15 octobre. Michel, qu'est-ce que ça permet de dépister au plus tôt ? Qu'est-ce que je gagne ? Vous gagnez en qualité de vie, bien évidemment. Hein. Pour vous donner un chiffre, je pense, qui est clé et qui est important, au niveau national, en 2010, il y a eu 16 000 dépistages qui ont été faits. Le taux de prévalence, c'est-à-dire de cas positifs, a été de 10%. Nous, départementalement parlant, il y a eu 111 personnes qui ont été dépistées, 8 ont été actés positifs. Aujourd'hui, ils ne sont toujours pas en dialyse. Ils sont certes suivis de façon un petit peu plus rigoureuse par leurs généralistes et par nos spécialistes, les néphrologues du centre d'hémodialyse, mais aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place des démarches de prévention et d'accompagnement pour éviter le passage de la dialyse, avec tout cet aspect social et familial dont a parlé Christian tout à l'heure. Vous voulez... Parce que vous recevez ces gens de façon récurrente, régulière, ça devient... ils font partie de votre quotidien. Et en parlant avec eux, votre rôle, c'est aussi leur faire accepter ce terrible changement de vie. Tout à fait. Nous accompagnons donc 105 patients au niveau des Alpes, de Haute-Provence, au sein de nos 3 centres. Effectivement, il y a toute une démarche d'accompagnement. Ce n'est pas simplement accompagner un dialysé, ce n'est pas simplement que passer 4 heures auprès de lui, à lui effectivement nettoyer son sang, c'est lui apprendre à vivre avec sa maladie. Ça veut dire savoir ce qu'il doit manger, savoir comment gérer ses excès, comment gérer ses déplacements, comment gérer sa vie sociale aussi, comment gérer les interactions avec les médicaments. C'est aussi soulager la douleur. C'est quand même, avec la maladie chronique, naît souvent la notion de douleur chronique. On a par exemple initié depuis à peu près 1 an de la réflexologie plantaire pendant la séance, et on arrive à avoir un bénéfice dans ce soulagement de la douleur qui est très 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 important. On a des patients qui ne dorment pas chez eux et qui arrivent à lâcher prise véritablement dans l'environnement un petit peu sécurisé, médical et coucouné qu'est les 4 heures de séance de dialyse. Et là, effectivement, je pense que c'est ça la mission. Et c'est aussi participer en partenariat à des actions comme celle-ci et détacher du personnel pour aller au-delà du public. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer concrètement au sein du centre d'hémodialyse lors de cette semaine ? Alors, on a souhaité élargir, c'est pas simplement au sein du centre. Il y a donc 4 lieux, l'hôpital de Manosque, l'hôpital de Digne, l'hôpital local de Riez et la salle du château à Oraison. L'hôpital local était un petit peu plus excentré. Donc, en clair, il y aura en bon partenariat un représentant donc, de nos usagers, de nos patients, de la FNER aussi, que vous aurez tout à l'heure, la Fédération nationale des insuffisants rénaux, une infirmière. On attend le public. Le public, c'est très simple. Donc la personne viendra, elle sera accueillie. Il y aura un petit questionnaire anonyme, mais pour relever certains paramètres liés à l'âge, au lieu d'habitation, etc., au traitement. Prise de tension, remise d'un petit gobelet. La personne ira uriner. Elle reviendra, on fera la même chose qu'avec une piscine et un test de pH, on trempera une bandelette urinaire dans ce petit gobelet, on l'introduira dans un appareil spécifique qui nous est prêté donc par 2 laboratoires, et immédiatement, les différents marqueurs de certains points importants comme l'albumine, etc., ou le sang, sera marqué, et le patient sera à ce moment-là orienté avec les explications qu'il faut vers son médecin généraliste en lui demandant d'apporter ce dépistage-là, et on passera la main à ce moment-là au médecin généraliste qui lui connaît la personne et pourra l'accompagner. Après, c'est une démarche volontaire, donc la personne en fait ce qu'elle veut, mais on aura fait cette démarche d'aller au-devant d'elle, voilà. Michel Arnaud, oh là là, quelle est bête ma question, oh là là, mais je suis persuadé
que de l'autre côté de la caméra, beaucoup se la posent. Je vous dois combien au bout de ce dépistage? Alors, il est gratuit, et ça c'est important. C'est une bonne question, hein. Je crois qu'aujourd'hui, certaines personnes hésitent à aller chez le docteur, il faut le savoir. Hein. Nous, on le voit parfois dans des consultations aussi. Donc là, c'est vraiment anonyme, je l'ai dit, gratuit, ça ne coûte rien. Et je crois que c'est vraiment l'occasion de vraiment d'y aller. Oui, c'est ça, on va terminer sans doute avec ça. Chris, de ta part, Ouais, je voudrais ajouter une chose, je pense qu'il ne faut pas faire comme l'autruche, se mettre la tête dans le sable, parce que ça ne sert à rien, quoi. Là, c'est gratuit, il faut en profiter, il faut y aller. Ne faites pas ce que j'ai fait moi, j'ai hésité un petit peu. Moi, je dis à tout le monde, allez-y, quoi. Vous savez, la dialyse, c'est très très dur. On a tous entre 6 et 7 litres de sang dans le corps. Durant ces 4 heures ou 4 heures et demie de dialyse, on va nous faire un va-et-vient de notre sang qui va passer via le générateur de plus de 80 litres de sang. On va nous prendre notre sang, on va nous le ramener, on va nous le reprendre, 80 litres de sang. 3 fois par semaine, c'est lourd, très lourd. Alors allez-y, c'est gratos. Merci Christian Torcheux, merci Chris, comme je me plais à t'appeler, merci. Michel Arnaud, et j'espère qu'ils seront, que nous serons, que l'animateur aussi se mouille un peu, que nous serons nombreux et nombreux à venir. Il faut y aller, hein, vous, il faut y aller, les caméras, tout ça là. Voilà, il nous prend en partie, Chris, il a raison, à vous rencontrer directement au sein du centre d'hémodialyse. Un petit jingle, comme on dit en télé, on reste sur ce sujet parce qu'il est important. Et on va recevoir Christian Lecaille, accompagné de Sophie Descartes. Merci messieurs. Merci. Allez, j'ouvre cette deuxième partie avec ce slogan « Comme moi, faites-vous dépister gratuitement ». Comme moi, c'est pas moi, c'est le slogan de la semaine du Rhin du 8 au 15 octobre 2011, semaine nationale du Rhin. Et puis je rappelle ce chiffre étonnant, 1 Français sur 20 a les reins malades et ne le sait pas. 2 autres invités m'ont rejoint sur le plateau, je les remercie. Il y a d'abord, honneur aux dames, le joli sourire de Sophie Descartes qui est dialysée et qui aussi fait partie du dépistage. Expliquez-moi votre titre. J'ai presque mal noté. Je fais partie de la FNER aussi, et puis je suis en tant que dialysée, puis en tant aussi ancienne greffée, donc j'ai plusieurs casquettes. Et on verra combien votre témoignage donne là le sens des choses et la pertinence de cette campagne-là. Christian Lecaille, Christian, bonjour. Bonjour. Et vous, c'est la Fédération nationale d'aide aux insuffisants rénaux. C'est ça. Que vous représentez. À vous seul, vous n'êtes pas la fédération. Oh non, loin de là. Et la FNER a la particularité d'être une association régionale, choix qu'on a fait pour diminuer les coûts de fonctionnement et qui a des activités dans tous les départements de la région. Et la FNER là, est animée principalement par des bénévoles comme Sophie, et elle œuvre depuis 30 ans. La particularité de la FNER par rapport aux associations de patients ou de malades, c'est que dans les maladies rénales, il n'y a qu'une seule association. Après, il y a d'autres groupements qui s'intéressent aux reins. Et cette association œuvre pour l'amélioration du bien des insuffisants rénaux. Expliquer, apprendre, convaincre, un des principaux buts de notre association. Et il faut connaître davantage encore ce que sont les maladies sournoises, rénales et souvent silencieuses, que sont les maladies des reins. Bon, l'information, la sensibilisation du plus grand nombre possible est évidemment fondamentale. Ah, vous aviez pris des notes, vous avez bien fait. Ces notes qui nous ont permis et qui leur ont permis, à moi aussi d'ailleurs, de mieux comprendre l'action de la Fédération nationale d'aide aux insuffisants rénaux. Je vais commencer, comme je l'ai fait tout à l'heure avec Christian Torcheux, que j'appelle moi Chris, je vais vous appeler Sophie, par ce que vous vivez au quotidien. Et d'abord, comment vous, cette insuffisance rénale s'est déclarée à vous? Eh bien, j'ai commencé un BTS de tourisme à Aix-en-Provence. Et en fait, il y a eu une grosse pression de l'endroit où j'étais, parce qu'on nous disait qu'on faisait en 2 ans ce qu'on aurait dû faire en 3 ans. C'était des études chères, donc on se met un peu plus de pression, culpabilité, tout ça. Et donc, en fait, on ne pouvait pas manger correctement sur place, donc sandwich, comme les jeunes, à 20 ans. De jeunes aujourd'hui, tout oui. à fait. Et donc, c'était pendant les vacances à l'automne, justement. Prise de poids énorme, fatigue, crise de larmes, et puis on ne me prenait pas la tension, mais à mon avis, je devais avoir une tension qui devait être à 16,9 et tout ça.
Donc, prise de sang, taux d'urée 3 fois la normale. Le labo a refait plusieurs fois les analyses et on a dit, bon, ben, maintenant il y a un problème. Donc, prise de contact avec le néphrologue. Pendant 1 an, j'ai eu, un régime, parce que c'est les protéines qu'on regarde surtout au niveau de la maladie des reins, s'il y a de la perte d'albumine dans les reins, dans les urines, et les traces de sang. Donc ça, c'est plus le sucre aussi, évidemment. Et donc moi, je ne concentrais pas dans les urines. Je gardais tout. Et puis donc, le 1er avril 86, j'ai commencé la dialyse. Je ne savais pas ce que c'était. Donc évidemment, on vous pique, au début on vous rate, parce que c'est vrai qu'on vous fait une fistule, donc voilà, ça fait comme une espèce de serpent, ça fait des boules, donc on tire le sang qui va passer dans une espèce, pour les enfants on dit une machine à laver, ça nettoie, et puis le sang nettoyé repart, et donc ça fait un circuit qui dure 4 heures au minimum, et ça peut aller à 5 heures, et il y a des centres où ça peut être plus longtemps aussi. Alors vous êtes allé, parce que là aussi il y a une idée reçue qu'il faut balayer, vous êtes allé jusqu'à la greffe. Oui, donc moi j'ai été greffée 2 fois, une qui n'a jamais marché, la deuxième a marché 12 ans et demi. Mais la greffe n'est pas une solution définitive. Ce n'est pas une guérison, contrairement à ce qu'on peut croire, et c'est un autre traitement avec d'autres contraintes, avec des médicaments toxiques, mais vitaux. Donc voilà, donc il y a des consultations mensuelles avec le néphrologue, et puis ça peut aller jusqu'à 1 fois par an avec l'organisme transplantateur. Bon, moi c'est Grenoble aussi, parce que à l'époque c'était Grenoble. Christian Lecas, eh bien vous aussi les pansements sont l'illustration, ou plutôt le symptôme de vous aussi vous êtes dialysé, et vous aussi ça se déclare comment? Ouais, ça se déclare, j'avais 20 ans, il y avait un peu de traces d'albumine à l'époque parce qu'on regardait ça. Et puis, la dialyse, ça n'existait pas trop à l'époque. Et puis, l'inconscience de la jeunesse. Et ça m'a rattrapé là, sur l'âge de 55 ans, là où, du jour au lendemain, grande fatigue et tout, analyse. Des analyses, j'avais un docteur qui était spécialiste des triglycérides et du cholestérol, mais les reins, il ne connaissait pas. Et ça m'est arrivé, j'étais en phase terminale, donc j'ai dialysé dans les 6 mois de la découverte de la maladie, avec toutes les contraintes de vie que cela veut dire. Alors, du 8 au 15 octobre, semaine nationale du rein, ce qu'il faut dire aussi, à une époque où on parle beaucoup du trou de la sécurité sociale, du coût de la maladie, c'est que d'abord un malade, coûte, je ne veux pas formuler les choses ainsi, mais c'est 60 000 euros à peu près, c'est ça à l'année 60 000 euros, de l'ordre en gros entre les frais médicaux, dialyse et tout, de l'ordre de 50 000 euros et entre 5 et 6 000 euros de frais de transport. Et donc la prévention ferait faire des économies? La prévention dans la mesure, parce que nous avons en gros de l'ordre de 3% de dialysés qui rentrent chaque année, dans la mesure où qu'on arrivera à retarder cette entrée, c'est-à-dire 3% de plus, 3% de plus, dans la mesure où on arriverait à retarder la phase terminale des patients, et donc le découvrir le plus en amont, on ferait autant d'économies par personne et par an. Et au niveau de l'AFNER, nous estimons que ça économiserait de l'ordre de 100 millions par an. C'est pas négligeable. On a vu avec tout à l'heure Michel Arnaud ce qui allait se passer durant cette semaine au sein du centre qu'il dirige, mais c'est surtout le département, puisque c'est national sur toute la Provence, sur tout le pays, que cette action se porte. Pour les Alpes-de-Haute-Provence, qu'est-ce qui va se passer, Christian? Il va se passer d'abord une progression dans le dépistage et dans l'information par rapport aux années précédentes, puisqu'il y a 6 ans qu'on a démarré petitement sur Manosque, et chaque année on a essayé d'avoir un lieu d'un peu plus de dépistage supplémentaire. Donc là il va y en avoir plus? Et cette année il y aura le centre d'horizon de plus, avec quand même 2 nouvelles intéressantes. C'est d'abord, nous avons réussi
à nous faire comprendre et entendre de la part des médias. Et c'est notre présence aujourd'hui, et ça, c'est pas négligeable. Vous avez fait du boulot, parce que le dossier de presse, il est vachement bien ficelé, je dois vous le dire. C'est vrai, mais ça va nous permettre d'essayer d'atteindre le plus grand nombre de personnes par rapport aux années précédentes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette aide et cette information a été diffusée cette année vis-à-vis de tous les médecins du département. Et ça rappellera à ces médecins qu'il y a une existence là de cette maladie qui est importante et qui a lieu de continuer le dépistage. Et nous avons l'aide aussi des mairies aux alentours. Oui, ça c'est nouveau. Oui, c'est nouveau, les mairies autour des centres de dépistage qui ont accepté, là par leurs petits moyens d'affichage locaux et tout, de diffuser l'information. Et ça va permettre d'informer encore plus de monde. Un petit détail au passage, c'est que nous avons des aides ménagères dans un village qui, elles, se font le plaisir de transporter l'information auprès des familles. Alors ça, c'est ponctuel, c'est cette fameuse semaine nationale du Rhin. Tout au long de l'année, avec la fédération que vous représentez là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe d'abord une information permanente des insuffisants rénaux, greffés et dialysés, sur les nouvelles technologies, sur les nouveaux médicaments qui sortent, les nouvelles posologies et tout. Et puis surtout au niveau de l'AFNER, c'est que nous avons créé un fonds de recherche. Un fonds de recherche, c'est que nous établissons une subvention annuellement que nous attribuons à 2-3 chercheurs sur des sujets liés à la greffe, liés à la dialyse et le reste. Et ce fonds-là fonctionne bien et demande simplement à être complété. Ça va très vite en télé, on est pratiquement au terme de cette deuxième partie. Deuxième partie de la deuxième partie, on va terminer comme on l'a commencé par le sourire de Sophie qui ainsi conclura ce sujet sur la semaine nationale du Rhin. Qu'est-ce que vous avez à dire, Sophie, à l'attention de celles et ceux qui nous regardent et qui, avant cette émission, comme je l'étais d'ailleurs, n'étaient pas plus préoccupés que ça par ces problèmes-là, enfin n'étaient même pas du tout au courant de ces problèmes-là. Que pour bien vieillir, il faut faire de la prévention. Donc avant qu'arrivent les choses graves, on peut penser à soi. Et c'est penser à soi que de s'occuper de soi. Et une petite bandelette, c'est rien du tout. Comme ça peut être une prise de sang par an pour faire un bilan, voilà, avant qu'arrivent les grosses choses. Voilà. Merci Sophie, merci Christian. La semaine nationale du Rhin, vous êtes là, du 8 au 15 octobre, si vous voulez des renseignements, 04 81 07 22 84 ou 85. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ou le 85 en fonction de la région où on se trouve. Bon, vous renseignez. Si vous voulez plus de renseignements, notamment sur ces deux numéros, www.semaine-du-Rhin tout attaché en minuscule.fr. Merci, je remercie aussi, je l'ai déjà fait, on remercie les 4 qui sont venus là, et puis on essaiera de donner ce qui s'est passé, le résultat des personnes que vous avez pu rencontrer et dépister. Une page de publicité, le micro-trottoir, parce qu'on peut continuer à rire, et on va continuer à rire, regardez, on rit. Voilà, et puis ensuite c'est Jérôme Dubois, le maire de Vols, qui nous rejoint dans la partie élus locaux. Eol Water vous présente 1, 2, 3 Soleil. Eol Water vous présente 1, 2, 3 Soleil. Bonjour. On attend que vous sortiez pour vous attraper. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. On voudrait être sondé. Ah, pourquoi ? Je sais pas, on n'a jamais été sondé. Ah moi non plus. Alors ça tombe. Parce qu'il y en a qui nous disent qu'il faut s'allonger pour être sondé. Le chapeau se porte à Fort-Calquier. Hein. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Non, parce qu'on en a vu un aussi qui avait un chapeau. Moi j'ai un chapeau, voilà, avec un chapeau. Et alors, Alors on se dit, là, la mode est au chapeau à Fort-Calquier. Ah, tout à fait. Vous venez de quel endroit ? Je viens de Fort-Calquier. Vous êtes Fort-Calquier. Oui. Bon, allez, vous allez pouvoir répondre à la question de la semaine. La chanson disait « Mets de l'huile ». Bon, de l'huile d'olive, puisqu'on est ici en Provence. Chez vous, il faudra en mettre où de l'huile ? De l'huile, il faut en mettre chez moi. Et chez vous ? Ça glisse mieux. Et que ça glisse mieux où ? Ça glisse partout.
Pourquoi ça coince un peu? Des fois, c'est un peu... les articulations ne sont pas toujours très bonnes. Il faudrait absolument les articulations, les déverrouiller. Non, moi je sonde pas, moi. Je vends des pâtes. Ah, vous vendez des pâtes? À quel endroit? De partout, aux petits commerçants. En fait, on est à Montfuron et on fabrique des pâtes artisanales. C'est bien quand on vous dit. Hein. Voilà, pourquoi on vous a jamais invité dans un de Trois Soleils? Parce que peut-être qu'on vient juste de commencer et vous le saviez pas et nous non plus, on n'y avait pas pensé encore. Allez, faites la publicité. Donc ces pâtes, elles sont très bonnes. Elles sont faites avec notre blé puisqu'on a installé à Montfuron. Donc on produit nous-mêmes le blé. Ensuite on transforme le blé en semoule avec un moulin à la meule de pierre. Et on les fait sécher pendant presque 15 heures pour qu'elles gardent toute leur qualité gustative. Alors elles sont nature, aux œufs, au basilic, à la tomate, voilà. C'est bien cette petite, hein? Ah, voilà. Bonjour. Celui qui vole les conteneurs à Fort-Calquier, c'est pour ça qu'il n'y a plus de conteneurs. Pourquoi tu piques les conteneurs? Ça m'amuse. Voilà. Alors on va voir, regardez, un vol qui va aller à très grande vitesse. Vous, dans votre vie, il faudrait mettre de l'huile où? De l'huile où? Sur le compte. Dans la cuisine. Ouais, dans la cuisine. On met toujours de l'huile d'olive dans la cuisine. Je vois que vous avez une bouteille d'huile d'olive dans la cuisine. Dans nos pâtes, il y a aussi de l'huile d'olive qu'on prend aussi chez un petit producteur et nous, ça nous fait plaisir de faire travailler les petits producteurs du coin. On veut jouer la proximité, donc voilà. Eh ben, c'est bien, bonne chance. Puis on voit que ça marche avec un chèque de 28 000 € que vous allez aller déposer. Allez, la poissonnière, on vous attend. On t'attend, la poissonnière. Poissonnière cachée derrière. On t'attend. Viens te faire filmer devant. Bon, on va essayer de terminer le micro-trottoir ainsi. Comme... toutes les histoires provençales se terminent ainsi. On va tenter de terminer la nôtre de cette façon, par l'apéro, bien évidemment. Et donc l'apéro, ça se sert là. On t'attend, viens te faire filmer devant. C'est TLP. Allez, TLP, et on va voir un vol de conteneurs. Bon, pendant ce temps, pendant qu'on attend la poissonnière qui est derrière. Sinon mon patron, il va me voir après. Ouais, là, il te voit, tu sais qu'il te voit là. Eh oui, il me voit. Bon, alors toi, il faudrait mettre de l'huile où dans ta vie? De partout. C'est-à-dire? Pour mieux que ça glisse. Ah, toi aussi? Ouais. Allez, on enchaîne avec le vol. Regardez ça, le vol de conteneur. Hop, ni vu ni connu. Et il a carotté le conteneur. Voilà. Et là, on voit son caddie. Hein. Sa femme fait un peu la gueule quand il rentre à la maison parce que le caddie est plein. Et puis, vous qui vous demandiez où est la poissonnière est là. Regardez la jolie poissonnière. Bonjour. Ça va, ça se passe bien Ça se passe bien. Allez, on va mettre la pagaille. Allez, on en profite, on fait tout à 60% de promotion. 60%, on en profite, ça ne va durer que 5 minutes. Allez! On va voir si ça marche. S'ils nous servent... Comment? Je vais voir s'ils me servent un verre d'huile d'olive. S'ils sont sympas. Bonjour! Donc on est au Bourguet, à Fort-Calquier, et on va terminer notre micro-trottoir cette semaine ici, au comptoir de l'apéro. Et on va se faire servir un verre d'huile d'olive. Voilà, un verre d'huile d'olive, comme lui, du jaune. Voilà, hop, vous allez voir ça. Et toi qui es du côté de Paris, du côté du Nord, du côté de la Bretagne, du côté de l'Alsace, t'as voilà, cul sec. On met un peu des glaçons. Allez, on met des glaçons. Ça c'est bon, hein. Pour le transit intestinal, ça. Ainsi se termine, hop, ce micro-trottoir cette semaine à Fort-Calquier. Et je vous dis avec de l'huile d'olive dans mon verre, à la vôtre.
c'est la partie Monsieur le maire. Il y a eu des Madame le maire, mais là, cette fois-ci, cette semaine, c'est encore Monsieur le maire. Jérôme Dubois est notre invité pour cette troisième partie. Jérôme Dubois, c'est le maire de Volx. Monsieur le maire de Volx, bonjour. Bonjour. Allez, j'en remets une couche. Non, parce qu'on est assez fiers, on a commencé tout petit, nous, Télé Locale Provence, et aujourd'hui, vous imaginez, on est vu sur la France entière. Et j'ai appris ça, absolument. Ouais. Alors, on est vachement contents dans l'équipe, et on vient d'être diffusé, ou on est diffusé depuis quelques heures par SFR, donc 3 stylos dans la trousse de TLP. Je vous les rappelle, ces stylos, le stylo du satellite FranceSat, le stylo d'Orange, puisqu'on est sur la 243 d'Orange, et voilà le nouveau stylo, celui d'SFR 9. Oh, j'en fais un peu plus qu'il n'en faut, mais c'est bien. Allez, il y a une règle dans cette émission, Jérôme Dubois. Comme je reçois un élu, je dois mettre, c'est comme ça, je dois mettre la cravate. Vous la mettez jamais, vous, la cravate, en tant qu'élu? Assez rarement, je dois dire. Ouais. Ça peut m'arriver pour les grandes occasions, mais je suis plutôt du genre décontracté. Jérôme Dubois, j'ai fait exprès pour la couleur, non seulement pour être en accord avec votre chemise, mais surtout avec vos idées politiques. Vous êtes socialiste, c'est bien ça? Tout à fait. C'est un vieux militant socialiste depuis une vingtaine d'années, issu d'une longue tradition familiale. Ancré à gauche, donc est fier de l'être. De toute façon, c'est une belle couleur, cette cravate ou ma chemise. D'accord, donc une couleur d'avenir. On va garder le rose. Vous avez commencé votre engagement politique au sein du Parti Socialiste? Non, alors, issu d'une vieille famille de radicaux de gauche, j'ai eu un passage un peu militant à la fin de mon adolescence aux jeunesses communistes, donc j'ai eu une socialisation politique un peu forte, une conscience politique qui vient de loin, mais assez vite, depuis l'âge de mes 20 ans, je suis un fervent partisan du Parti Socialiste. Si j'ai pris la décision de commencer ainsi, c'est pas innocent, c'est que ça me permettra ensuite de venir sur l'actualité, notamment sur l'actualité du Parti Socialiste. J'imagine bien ça comme ça. Avec les primaires, deuxième mandat de maire, c'est court quand on veut mener des projets, c'est long pour la mémoire. Votre mémoire se rappelle-t-elle, ou vous rappelez-vous pourquoi vous avez décidé de vous engager en tant que maire? Pourquoi vous avez décidé de devenir maire à Volx? Alors, il y a à la fois cette histoire familiale dont je parlais. Mon grand-père était maire, ma mère a été élue locale, et donc dans la tradition familiale, forcément, dès l'âge de 30 ans, j'étais conseiller municipal. Claude Domézel était venu me chercher, sachant en outre que j'étais urbaniste et que j'avais quelques savoirs techniques dans la tête. Donc à la fois cette histoire-là, et puis finalement aussi un coup du hasard, comme souvent en politique, c'est le fait qu'à mi-mandat, au mandat précédent, l'ancienne équipe, et donc Claude Domézel, a décidé qu'il était sans doute temps, le jour de ses 65 ans, de passer la main. Et donc il a eu ce courage-là d'arrêter un peu abruptement, mais de ne pas laisser traîner les choses. Et donc ce jour-là, on s'est retrouvé à désigner au sein du conseil qui pourrait être maire. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai levé la main. Alors certes, on a gardé la même couleur politique puisque Claude Domézel est socialiste. Vous êtes aussi socialiste. Cependant, on a changé de génération et le jeune a pris la place un peu de l'ancien. Ça a été facile pour vous? Parce que Claude Domézel, c'est un personnage. Tout à fait. Alors, le changement de personnalité, oui, sans doute, il est radical, mais il y a une vraie continuité politique à Volx. Notamment, j'ai eu à cœur, lors des dernières municipales, maintenir cette vieille tradition d'union de la gauche au sein du conseil municipal. Je trouvais ça assez drôle, ça renvoyait à des combats des années 70, donc même si c'était une déclinaison locale. Bon, avec la petite touche actuelle qui était union de la gauche avec les Verts, puisque la commune de Volx a un adjoint vert. Est-ce que ça a été facile? La réponse, elle est oui, parce que je dois saluer Claude Domézel, et je le fais à chaque fois, c'est qu'il a eu le courage de sa position. C'est-à-dire, lorsqu'il a décidé de passer la main, il a accepté de ne plus s'immiscer dans les affaires de la commune et de me laisser faire. C'est vrai que nous n'avons pas les mêmes caractères, sans doute pas les mêmes méthodes. Néanmoins, il a eu cette force-là de dire « je tourne la page et je vais jusqu'au bout ». Donc aujourd'hui, et je lui en sais gré, parce qu'effectivement, il n'est pas là à essayer de... Il n'y a jamais de coup de fil, il passe jamais à la mairie? C'est très rarissime, et les coups de fil en général sont toujours dans un sens. C'est moi qui de temps en temps lui demande un conseil lorsque j'ai un souci, mais lui m'a laissé prendre ma place.
Alors vous êtes professeur d'université à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, c'est ça? Oui. Vous arrivez à combiner, à agencer les deux agendas, celui de maire qui est fourni et celui de prof d'université? C'est un peu compliqué, c'est même très compliqué, ça fait une vie de fou. Un jour, il faudra que je m'assagisse et que je tranche entre les deux activités. Pour l'instant, c'est pas fait. Bon, j'ai un métier que j'aime, je me suis battu pour faire ça. Donc pour l'instant, j'essaie de naviguer entre les deux dans des journées de 16 heures de travail, week-end compris. Mais bon, ça tient. Je dois dire aussi que c'est une force pour moi, puisque j'imagine qu'on parlera des projets de la commune, c'est que en tant que spécialiste de la gestion des territoires, c'est moi qui forme les ingénieurs territoriaux qui après sont recrutés dans les collectivités locales, et ma partie, ce sont les montages financiers. Donc du coup, le fait d'être maire, ça me permet de tester un peu tout ce que j'enseigne. Donc il y a un va-et-vient très étroit entre mon activité professionnelle et mon activité de maire. Donc pour l'instant, ça tient comme ça. Ça tient. Je vous poserai la question à la fin sur ce que vous souhaitez faire pour les prochaines échéances municipales. Ça vous embête, Jérôme Dubois, si comme sur les grandes chaînes, quand ils ont des hommes politiques tels qu'on l'entend, une tête de file de parti, voilà, quelqu'un au gouvernement, un ministre, non, voilà. Si je vous pose des questions embêtantes, des questions politicardes, politiciennes. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Bon, alors on y va. Après, je peux ne pas répondre. Vous êtes socialiste, on sait comment ça s'est passé lors des dernières cantonales. Donc Volx fait partie du canton de Manosque Nord. Ça, vous n'étiez pas concerné directement. Non. Pourtant, vous êtes socialiste, donc c'est une affaire qui vous a sans doute préoccupé. L'affaire avec Jacques Échalon, qui préside la communauté de communes dans laquelle est Volx. Alors, l'affaire des dernières cantonales, à titre personnel évidemment, je trouve ça profondément dommage parce que ça a montré que on n'était pas capable au sein du parti d'afficher un visage commun. Donc du coup, je trouve ça dommageable, ça peut laisser des traces pour l'avenir. Je ne le souhaite pas, mais j'espère qu'on arrivera à trouver un compromis un peu plus intelligent la fois prochaine que ces divisions. Voilà. Après, des traces... Au sein de la communauté de communes, non, parce qu'effectivement, Fort-Calquier appartient à une autre communauté de communes, donc ce qui veut dire que le travail avec Jacques Échalon, président de la communauté de communes Îlot, aujourd'hui n'est pas rendu plus difficile du fait de ce petit accroc-là. Donc non, ça se passe bien. Vous étiez, il y a quelques semaines, vous avez eu le temps, plutôt je vais formuler ma question ainsi, vous avez eu le temps il y a quelques semaines d'aller à La Rochelle ? Non, il y a quelques semaines, j'étais en pleine rentrée universitaire et en rentrée scolaire de mes 4 petits, je n'ai pas eu le temps d'aller à La Rochelle. Il y avait les 6 candidats, enfin des candidates et des candidats. Tout à fait. C'est une bonne chose ces primaires ? Ah, je crois que oui. À la fois parce que ça montre l'importance du débat politique et le fait que lorsqu'on désigne un candidat, c'est un acte politique fort et que du coup, ça passe dans les médias, les Français suivent ça, parce que je crois que c'est une bonne opération, montrer qu'il y a un vrai débat interne au parti. Donc sur le fond, c'est très bien. Et puis sur la forme, ça se passe bien aussi. C'est-à-dire que malgré la personnalité un peu différente des 6 candidats, les nuances de placement au sein de l'échiquier, il y a une vraie volonté commune de porter un programme de la gauche. Et donc du coup, je suis très très content de ce qui se passe au moment de ces primaires. Je pense que c'est un très bon exemple que donne le Parti Socialiste. Vous m'avez dit tout à l'heure, parce que on prépare un peu pour que l'animateur ne dise pas trop n'importe quoi, c'est une... Ou l'interviewer. Ou l'interview, mais là c'est pas le cas. C'est une façon efficace de sortir du mythe du chef. Absolument. Je crois que la France a beaucoup souffert de ce qu'on appelait l'hyper-présidence, le fait que finalement un homme est là, est seul et décide le matin de l'orientation politique du pays. Je trouve ça complètement monstrueux. Alors ça vaut pour un chef de l'État, pour un maire, pour un président de région, pour n'importe quel élu. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, la France est un pays majeur avec des institutions, avec 3 millions et quelques de fonctionnaires, avec des entreprises. Et donc finalement, lorsqu'on a des projets collectifs, on les fait ensemble. Effectivement, il y a un chef qui peut donner des impulsions, mais il n'est pas seul à décider. Et du coup, ça renvoie à ce débat-là. Finalement, au moment des primaires, j'ai envie de vous dire, je me fiche de quel sera le candidat qui va sortir, pourvu que ce soit
soit un candidat de gauche, d'union de la gauche, d'union avec les écologistes, et qui réfléchissent pour emmener le pays pour un capitalisme beaucoup plus régulé. Après, l'homme seul ou la femme seule qui sera désignée ne peut rien faire tout seul. C'est pas vrai. Il y a un pays derrière. Nous sommes 63 millions de Français. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Le bulletin de vote mis dans l'urne par Jérôme Dubois, il ira qui? François Hollande, Martine Aubry ou les autres? Alors, je dis les deux parce que ce sont les deux qui en ce moment sortent dans les sondages. Hein. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas encore complètement tranché, même si pour ne pas pratiquer la langue de bois, ce sera soit François Hollande, soit Martine Aubry. L'un des deux. L'un des deux. Parce que je pense que les deux sont d'un excellent niveau et sont parfaitement capables d'amener la victoire de la gauche, puis après d'assurer le pilotage de la France. Après les présidentielles, on va voter pour l'Assemblée nationale. C'est Jean-Claude Castel qui vient de se déclarer là pour la droite, pour l'UMP, sur la circonscription de Daniel Spagnoux. Daniel Spagnoux qui donc a confirmé ici qu'il ne sera... Sur votre chaîne, je crois. Sur notre chaîne, voilà, pour repasser la cassette, mais pour tout le monde, hein, pour Daniel Spagnoux et pour d'autres. On a les preuves, nous, à la radio et à la télé. Jean-Claude Castel, donc, qui sera opposé sans doute à Christophe Castaner. Ce sont des chances supplémentaires pour Christophe Castaner ? Oh, je ne dirais pas ça comme ça. Je connais les deux hommes assez bien, puisque ce sont des maires de communes voisines de Volx, donc on se fréquente régulièrement. Je ne parlerai pas de Jean-Claude. En revanche, je réaffirmerai très fort ici que Christophe Castaner est un homme de conviction, un homme qui sait travailler, qui a montré tant à Paris, à l'échelon régional ou à l'échelon local, sa force de travail et sa capacité à mener les hommes, et que c'est un candidat tout naturel, vraiment de qualité, qui est une chance pour le département et que je soutiendrai sans réserve. Votre slogan de campagne, c'était « Bien vivre à Volx ». Vous avez réussi cela, Jérôme Dubois ? Je ne sais pas, c'est aux Volxiens qu'il faut poser la question. Effectivement, je peux vous dire quelques mots sur la gestion de la commune. Lorsque nous avons mené la campagne pour les municipales dernières, nous avions dit effectivement, nous allons axer l'action de la municipalité sur la qualité de vie, sur le bien vivre ensemble et sur le fait, j'ai envie de vivre groupé, c'est-à-dire d'arrêter l'expansion urbaine et de ne pas toucher aux terres agricoles ou aux espaces naturels. L'ensemble des projets qui ont été menés ces dernières années au cours de la première moitié du mandat renvoie bien à ça. Pistes cyclables, réflexion du vieux village, implantation d'une maison de retraite dans le village, dans les quartiers urbanisés. Donc on est bien sur ce travail-là de qualité de vie. Et puisque vous me poserez la question de la traversée tout à l'heure, je dirais que les projets à venir s'inscrivent toujours dans cette philosophie-là. Bon, je la prends la pierre, je vous en ai déjà lancé quelques-unes, vous l'attrapez celle-là, allez attrapez-la, voilà la pierre est lancée justement. Si je vous dis monsieur le maire, mais voyons, moi j'habite pas Volx, et pour moi Volx c'est une longue et souvent pénible traversée, ça n'est juste que ça. Oui, alors deux éléments de réponse. Non, oui, pour l'instant, vu de l'extérieur, c'est effectivement que ça. Mais je voulais quand même dire à l'ensemble des auditeurs, surtout ceux qui vivent sur ce beau territoire du Val de Durance, que par-delà la traversée de Volx, il y a un vrai village de 3000 habitants derrière, sur les hauteurs, un vieux village médiéval, un certain nombre de quartiers résidentiels qui s'enroulent autour de la colline et de la Capellane. C'est un très bel endroit, Volx. Effectivement, ceux qui ne montent pas dans le village et ceux qui on a la traversée, effectivement, perdent beaucoup de choses. Bon, ceci étant dit, effectivement, je sais que la traversée de Volx, c'est le second point noir du département, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est après l'entrée sud de Manosque, mais c'est quand même le second point noir, et c'est vrai que c'est quelque chose qui dessert la commune. Ça fait des années qu'on y travaille, sans doute allez-vous m'interroger là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est qualitatif, les commerces ne sont pas mis en évidence, ça ne donne pas envie de s'arrêter cette traversée. D'où l'idée aujourd'hui de travailler. Alors, depuis 3 ans, on l'avait dit au moment de la campagne municipale, on dit un des grands projets du mandat sera la traversée. Alors, la traversée, il y a 2 choses à régler. La première, c'est évidemment la circulation routière, essayer de fluidifier le trafic, c'est-à-dire supprimer les feux et créer un rond-point. Donc il y a eu 2 années d'études pour montrer que le rond-point, techniquement, ça marchait. Donc aujourd'hui, c'est fait. Non, mais ça, c'est la partie circulatoire.
Mais c'est que la moitié du projet. L'autre moitié du projet, c'est finalement faire de la qualité urbaine, c'est-à-dire traiter l'ensemble de la traversée de Volx en boulevard urbain avec des vrais trottoirs dignes de ce nom, sécurisés, avec des alignements d'arbres de qualité, avec des places et des aménagements urbains pour accéder au commerce. L'idée, c'est de montrer que Volx, c'est une vraie petite ville où on est bien. C'est pas que ce long couloir routier. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons fini le projet d'aménagement avec les architectes et les bureaux d'études. C'est le bureau d'études MG Concept d'Embrun qui a travaillé avec nous, avec l'aide de la région, avec l'aide de l'État, des réunions publiques. Le projet est prêt, c'est-à-dire que c'est un investissement de 3 millions d'euros sur l'ensemble du linéaire. Donc à la fois où on traite les feux en rond-point aux 4 chemins, mais on traite aussi l'entrée nord et l'entrée sud du village pour expliquer que ce n'est pas une route comme les autres, c'est une vraie traversée de petites villes. Donc travailler sur du qualitatif, je le disais, mettre en valeur les commerces, créer un jardin public, créer un parc public, créer une piste cyclable sur une partie du linéaire. Enfin, il y a toute cette philosophie-là dans le projet. Aujourd'hui, où en est-on? Nous sommes en train, sur cette opération de 3 millions, de finir le montage financier, puisqu'évidemment 3 millions d'euros sur une traversée de village qui est utilisée par quelque chose comme 20 000 voitures tous les jours, ces 20 000 voitures-là ne sont pas uniquement des Volxiens. Les Volxiens sont très minoritaires. Et donc du coup, c'est une vraie opération d'aménagement du territoire, au sens de tout le sud du département, et les Volxiens ne pouvaient pas payer seuls ces 3 millions d'euros. Donc aujourd'hui, c'était mettre chacun un peu à contribution. Alors on y est, puisque sur 3 millions d'euros, les Volxiens paieront entre 400 et 500 000 euros. La communauté de communes îlots interviendra sur les réseaux et sur des aides à la commune, à hauteur de 600 000 euros environ. Le Conseil général a accepté de prendre à sa charge l'ensemble de la bande de roulement pour 400 000 euros. Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur accepte de nous aider sur les aménagements urbains et les équipements urbains. L'État français, au titre des dotations de la préfecture, nous a débloqué en urgence pour l'hiver prochain une première tranche de 200 000 euros d'aide. Et nous attendons la dernière notification de l'Europe, puisque si vous m'avez suivi, tout le monde a versé son écho, sauf l'Europe, pour le mois d'octobre, j'espère, pour finir le plan de financement. Lorsqu'on en sera là, c'est-à-dire, j'espère, dans les semaines qui viennent, nous allons pouvoir maintenant passer à la réalisation du chantier, c'est-à-dire lancer les appels d'offres aux entreprises pour pouvoir commencer les travaux, je l'espère, tout début d'année prochaine. Si tout va bien, c'est ça qui se passera. Jérôme Dibois, vous me disiez tout à l'heure ne pas encore avoir choisi entre vos destinées de professeur d'université et cette écharpe de maire que vous avez à Volx. En ce moment, vous pensez à vous représenter ou c'est pas du tout le sujet? Ça peut être le sujet, il m'arrive d'y penser, mais je n'aurai pas de réponse à cette question-là, à la fois parce que c'est un choix professionnel douloureux. J'ai discuté avec un certain nombre d'élus, il faut que les citoyens qui nous regardent se disent, mais lorsqu'un élu décide d'être élu à 100%, il vit de ses mandats politiques, ce n'est plus le même homme parce qu'il perd sa liberté. Aujourd'hui, ma liberté d'élu, c'est que j'ai un salaire de l'éducation nationale et que finalement, l'indemnité de maire n'est pas mon revenu principal. Ça me donne cette liberté. Là. Si un jour je devais sauter le pas, ce serait un vrai choix douloureux. Donc il y a ça, donc j'ai pas encore tranché, puis c'est un choix aussi familial, puisque ma femme également travaille, et qu'à 42 ans, nous avons aussi des perspectives professionnelles. C'est très compliqué. C'est encore en question. C'est encore, ça doit mûrir. Alors j'ai commencé cette troisième partie en saluant à travers Orange, Fransat et SFR 9... toute la France. Oh là là, qu'est-ce qui se la pète cet animateur. Non mais c'est vrai, on va saluer plus particulièrement celles et ceux habitant la communauté îlot intercommunalité Luberon-Oriental, puisque les communes sont devenues partenaires de la chaîne et particulièrement les Volxiennes et les Volxiens, c'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça que l'on dit. Pas facile à prononcer mais on y est. Non, mais on s'y habitue. On s'y habitue. Quelle est votre réflexion, votre sentiment sur cette communauté d'agglos qu'on voit là à l'horizon désormais? Alors, sans embâche, je suis tout à fait partisan et sans aucune arrière-pensée d'une communauté d'agglomération autour de Manosque. Ça fait d'ailleurs une dizaine d'années, depuis que je suis un peu impliqué comme élu sur ce territoire, que je l'appelle de mes voeux. L'idée aujourd'hui, c'est que les communes prises isolément ne peuvent pas résoudre les grands problèmes d'aménagement du territoire qui concernent les Français. Que ce soit l'adduction d'eau, que ce soit les déplacements et la saturation du réseau routier, on en a parlé, que ce soit le développement économique, que ce soit l'implantation des grands équipements comme une piscine,
ou un lycée. Enfin, toutes ces choses-là, aujourd'hui, on vit de façon complètement emmêlée dans le Val-de-Durance. Donc il est ridicule de penser que les communes prises isolément puissent avoir une politique indépendante. Il y a ça. La seconde, donc il y a la réalité du mode de vie d'aujourd'hui, où finalement on habite Villeneuve, on travaille à Oraison, on a un petit au collège à Volx, un plus grand qui est au lycée à Manosque, et on sort au théâtre à Vinon. C'est ça la réalité de ce territoire-là. Et donc du coup, nous les élus, nous sommes interpellés par les habitants à cette échelle-là, c'est-à-dire l'échelle du bassin de vie, plus notre territoire communal. Donc il y a la réalité. Et puis après, il y a, j'ai envie de dire, les soucis plus techniques et les soucis financiers, c'est-à-dire que nous sommes des petites communes, Volx 3000 habitants, pour ceux qui connaissent le Val de Durance, Oraison 5000 habitants, même Manosque 22 ou 23 000 habitants aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face aux grands défis, que ce soit la transition énergétique, que ce soit, je le disais, moderniser le réseau routier, que ce soit le développement économique, tout seul, même Manosque, c'est un peu compliqué. Il faut qu'on arrive à mutualiser nos forces. Et l'intercommunalité, c'est cette chance-là. Souvent, je dis à mes collègues élus, si on fait une grande agglo, on aura la masse salariale suffisante pour se payer un ingénieur qui sera spécialiste des routes, un ingénieur ou une ingénieure qui sera spécialiste du développement économique, une ingénieure qui sera spécialiste des questions d'habitat, vu la pression que l'on a aujourd'hui pour arriver à loger dignement les habitants. C'est ces choses-là qu'il faut construire. Face au retrait de l'État, à la disparition des services de l'État, il n'y a plus de DDE aujourd'hui pour faire les routes. Donc si on ne fait pas les routes, à part pour quelques parties des routes départementales, mais ça relève aujourd'hui des communes, puisqu'il n'y a plus personne d'autre. Donc on est bien obligé de regrouper les communes pour arriver à recréer un service public de qualité avec des vrais spécialistes. Et puisque vous m'avez posé la question pour ILO montre bien ça, c'est-à-dire qu'on a commencé à 3 communes, puis la Brianne 4, puis Oraison 5. Aujourd'hui, les 3 communes du Val-de-Rancure, nous sommes à 8. Mais ILO, je le dis chaque fois aux Volxiens, ce n'est qu'une étape sans doute, puisque nous allons fusionner avec 2 autres intercommunalités pour créer cette agglomération, que j'appelle de mes voeux. Mais ILO a montré qu'on avait un vrai saut qualitatif, notamment sur des compétences techniques comme l'eau et l'assainissement. C'est-à-dire qu'à 12 000 habitants aujourd'hui au sein d'ILO, on ne fait pas la même chose que 3 000 habitants Volx tout seul. Jérôme Dubois, et oui, c'est déjà la fin de votre passage sous le soleil de TLP dans 1, 2, 3 Soleil. On remercie celles et ceux, encore une fois fidèles, celles et ceux qui, sur Facebook, nous laissent tout un tas de choses. N'oubliez pas, il y a désormais la phrase de la semaine qu'on donne à l'écran, donc amusez-vous sur Facebook. Je remercie Mathieu Simonet, qui était presque tout seul cette semaine à la réalisation. Et puis, Jérôme Dubois, la question qui termine à chaque fois ces entretiens avec madame ou monsieur le maire, la seule question qu'on ne prépare pas, et là vous dites qu'est-ce qu'il va me poser? Non, vous allez J'attends. C'est sérieux. Oui, au fronton de votre mairie sont indiqués les termes de liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que vous, Jérôme Dubois, maire de Volx, vous souhaiteriez ajouter pour votre commune? Rien. Parce que ces 2 liberté, égalité, fraternité, ça résume la philosophie de la République, c'est 2 siècles d'histoire et finalement tout est lié dedans, tout est contenu dans cette formule. À la fois la liberté individuelle, celle liée à la démocratie, mais également l'égalité et la fraternité. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Merci Jérôme Dubois, merci à vous de votre fidélité. À la semaine prochaine. Merci. Votre émission 1, 2, 3 Soleil avec les restaurants McDonald's, Pépin, Digne-les-Bains, Manosque.